Bonsoir tout le monde et merci de votre présence. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais relever deux, trois points que j'estime importants. D'abord, le choix du thème de cette rencontre a été fait il y a longtemps, ici à Beyrouth, il y a 2 mois. Donc, bien avant que le problème des déplacés syriens soit posé dans les médias et les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il faut dissocier les deux, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, et le choix de ce thème. Cette rencontre ne s'inscrit pas dans le sillage de ce qui s'est dit récemment. Ça, c'est un. Deux, notre démarche n'est en aucune façon xénophobe ou populiste ou raciste. L'un des principes de base de ici Beyrouth, c'est le respect de la personne humaine, de la dignité humaine. Donc, pour nous, c'est important. On ne veut pas faire d'amalgame, comme on dit en France. Notre position au sujet du régime syrien est très claire. Je pense que vous la connaissez tous. Mais on ne veut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire, si on pose le problème des déplacés syriens, ça ne veut pas dire qu'on s'attaque au peuple syrien dans son ensemble. Hein, ça doit être clair. Notre but aujourd'hui est de... Alors ça ne signifie pas qu'il faut faire la politique de l'autruche, ça ne signifie pas que tout va très bien, Madame la Marquise, et qu'il n'y a pas de problème, et que il y a un problème, il faut faire face à ce problème, mais il faut le poser d'une façon, d'après nous, d'une façon sereine, rationnelle, calme et respectueuse, en nous basant sur des chiffres et des faits. Et c'est pour ça que nous avons demandé aujourd'hui à M. Bachir Khodor et M. le ministre Richard Kouyumdjian. Vous les deux, vous avez suivi le dossier de près, chacun suivant, je pense, un angle déterminé. Donc notre but est de poser le problème en se basant sur des chiffres, des faits, et non pas en se lançant dans la surenchère ou du populisme. Donc pour nous, ça c'est essentiel. Nous voulons dépassionner le débat. Alors, on insiste sur ce plan, il faut dépassionner le débat justement pour qu'on puisse peut-être poser quelques idées qui peuvent aboutir à une solution à ce problème. Alors je voudrais commencer par M. Bachir Khodor. Vous suivez ce dossier, peut-être vous êtes l'un de ceux qui le suivent ce dossier sur le terrain quotidiennement, au jour le jour, dans les moindres petits détails. D'abord, pour commencer, quel état des lieux on peut dresser sur le problème des déplacés syriens? C'est-à-dire en tant que sur le plan des chiffres. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, d'accord? Vous, je pense que vous devez avoir une idée un peu plus claire. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du chiffre, du nombre des déplacés syriens présents? Commençons par ça. Pour dresser un peu le décor, disons, comme on dit. Oui, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je suis honoré d'être parmi vous ce soir. Et d'avance, je m'excuse si je commets des erreurs en parlant parce que comme tout le monde de mon âge, ça fait maintenant 22 ans que je ne pratique pas vraiment le français, alors excusez-moi en avance. Bon, pour revenir au sujet, à Baalbek Hermel, moi je peux donner plutôt des chiffres dans la région, là où je suis présent. Dans la région de Baalbek Hermel, en ce moment, il y a 250 000 habitants libanais, 315 000 Syriens dans la région. Et parmi les nouveau-nés, parmi tous les 3 nouveau-nés à Baalbek Hermel, il y a 2 Syriens et 1 Libanais. Et on parle d'une société là-bas qui, normalement, la famille à Baalbek, ils ne font pas juste 1 ou bien 2 bébés, ils font 5, 6 bébés. Mais en comparant avec les Syriens, on voit que quand même, il y a ce décalage de nombre. Alors, la population entre 0 et 12 ans, les Syriens sont notre double dans la région. Et en même temps, il y a dans beaucoup de villages, il y a beaucoup plus de Syriens que de Libanais. Par exemple, à Arsal, il y a 20 000 Libanais, il y a 84 000 Syriens. Alors oui, vraiment, les chiffres sont affreux. Et il faut encore prendre en considération que ce n'est pas juste une démographie, ce n'est pas juste qu'il y a des chiffres effrayants, mais aussi il faut penser à l'infrastructure
aux services présentés par les municipalités. Il faut penser à la sécurité. Il faut penser au travail de plus sur les épaules du secteur public. Mais donc, alors on va engager un débat un peu. Vous avez parlé des infrastructures. Je voudrais poser la question à Monsieur le ministre. Vous avez été donc ministre des Affaires sociales, donc je pense que vous avez suivi ce dossier de près. Au niveau, comme disait M. Khodo, au niveau des infrastructures, qu'est-ce que vous avez comme information sur l'impact de la présence massive des déplacés syriens au niveau des infrastructures de base? Merci tout d'abord de m'avoir donné ce privilège d'être ici ce soir parmi une bonne élite et parmi des amis. Absolument. Il y a des implications énormes sur l'infrastructure libanaise, que ce soit sur l'approvisionnement alimentaire, que ce soit sur l'électricité, sur le water supply, sur les écoles, les hôpitaux, toute l'infrastructure, même les routes. Bon, le Liban, le fardeau est si grand et il fallait trouver des problèmes. Bon, le UNHCR a essayé de donner aux Libanais quelques aides. Et ils ont donné surtout au niveau municipal, ils ont essayé d'aider les sociétés haute société pour essayer de les aider à surmonter ce problème. Mais tout de même, on a un problème au niveau du marché du travail. Il y a tant de problèmes parce que le nombre est énorme. Le Liban et l'infrastructure libanaise est faite pour supporter, disons, 4 millions, 5 millions de personnes. Et tout à coup, il y a un surplus au début c'était 1 million, maintenant le chiffre est près de 2 millions. Bon, il y a 900 000 qui sont inscrits avec le UNHCR, mais tout de même, il y a un fardeau énorme que le Liban ne peut plus supporter. Et ça, c'est une réalité importante parce qu'au début, bon, les Libanais ont essayé de s'adapter, d'aider les Syriens au niveau humain, l'infrastructure. Déjà, le Liban souffre de son infrastructure. Vous savez, tout le monde sait que le rationnement de l'électricité est... imaginez, par exemple, si, on avait un problème d'importation de blé de l'Ukraine seulement, on aurait pu avoir un problème de nourriture pour tous les Libanais. Il faut ajouter aux Syriens, même les Palestiniens. Parfois, on oublie ce chiffre de à peu près 500 000. Bon. Alors, l'infrastructure est atteinte. Déjà, l'infrastructure on souffre de notre infrastructure. Il faut la revitaliser. Il faut donner un grand boost pour l'infrastructure. Tout le pays, nos routes, nos infrastructures, nos écoles, 67% de nos écoles publiques ont besoin de restructuring. Réhabilitation. Voilà. Alors, non, on souffre beaucoup de ce côté et il faut trouver des solutions. C'est pour ça que maintenant, les Libanais le problème commence à être palpable. Parce que au début, ça n'a pas affecté la vie quotidienne des Libanais. Mais maintenant, ça affecte.
aussi bien leur vie quotidienne que le marché du travail, que leur infrastructure, que le futur. La démographie est un problème essentiel là. Et il y a beaucoup un fardeau énorme que les Libanais sont en train de supporter et qui ne peuvent plus le supporter. Alors, à propos de démographie, M. Khadok, je reviens avec vous. Notre collègue Natacha Metni, ici Beyrouth aujourd'hui, a rapporté un chiffre au niveau de la démographie qui un peu attire l'attention. Elle dit qu'il y a 250 000 naissances par an de Syriens contre 54 000 naissances de Libanais. Est-ce que ce chiffre vous paraît logique ou bien Oui, en fait, malheureusement, oui, c'est logique. Il faut savoir que même au Liban, le taux de naissance, ce n'est pas pareil dans toutes les régions. Par exemple, on peut voir qu'à Akkar, il y a beaucoup de naissances. Par exemple, plutôt à Jouni ou bien à Kisrouane, ce n'est pas pareil. Mais si on prend le total, il y avait une étude qui dit que parmi tous les 7 nouvelles naissances au Liban, il y a un seul Libanais, il y a 6 Syriens. Au Liban, à l'échelle du pays. Exactement. Et permettez-moi encore d'ajouter, pour l'infrastructure, parce qu'on vient là de parler, ce n'est pas juste l'infrastructure, c'est les routes et tout ça, qui étaient déjà des infrastructures fragiles depuis même avant 2011 et tout. Mais par contre, il ne faut pas oublier les pertes qu'on a eues à cause de l'électricité. Si on parle juste de Baalbek Hermel, 50% de l'électricité de la région est pris d'une façon illégale par les camps des déplacés syriens. Et ils ne payent pas d'électricité. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet avec, j'ai informé le ministère de l'Énergie, j'ai informé le procureur général Ali Ibrahim, j'ai fait un dossier de 300 pages. Et au niveau du pays, jusqu'au 2019, c'est un chiffre officiel là, jusqu'au 2019, quand l'électricité au Liban était entre 8 et 12 heures, la perte, c'était 330 millions de dollars par an à cause des déplacés syriens qui prennent l'électricité sans payer. 330 millions par an. Entre 2011 jusqu'au 2019. Et puis plus tard, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, alors la perte, c'est plus pareil. Alors, M. Khadok, vous avez rendu public une note, enfin, c'était pas une note, c'était une note que vous avez adressée, je pense, à la sécurité de l'État et qui a été d'ailleurs mal comprise, qui a été interprétée par certains comme étant une demande de votre part aux établissements commerciaux dans la Bekaa de chasser, disons, de limoger les ouvriers ou les employés syriens. Alors qu'en fait, ce que vous demandiez, je pense, alors vous me corrigez si j'ai tort, c'est qu'ils licencient ceux qui sont employés illégalement. C'est bien ça. Exactement. Ouais. Oui. En fait, oui, je vous remercie pour cette question parce qu'il faut quand même un peu clarifier devant tout le monde. Non, tout d'abord, on n'est pas des racistes. Et moi, je fais mon boulot, je fais mon devoir. Et je suis obligé de faire ce que je fais dans tous les pays au monde. Pour travailler, si on est un étranger, il faut un permis de travail. Alors, moi, je n'ai pas dit que virer les Syriens. Moi, j'ai dit il faut virer les déplacés syriens qui sont enregistrés au UNHCR et qui n'ont pas un permis de travail ni une résidence. Alors, c'est illégal. Juste dans 3 villages, Arsal, L'Ain, je pense, et Al-Kar, il y avait 269 instituts dirigés par des Syriens ou bien ouverts par des Syriens. Là, illégalement. Illégalement. Ouais. Moi, je parle juste là des Syriens illégaux qui n'ont pas de permis de travail. Mais quand on fait ce qu'on doit faire, là, on est en train de créer 269 opportunités pour des Libanais. Et pour moi, non, pour moi, je suis là pour appliquer les lois libanaises. Et ceux qui ont un problème avec ça, s'ils sont des Libanais, ils n'ont qu'à demander aux députés de changer la loi de travail.
Et s'ils sont des Syriens qui n'aiment pas notre loi ici, ils n'ont que chercher ailleurs, un autre pays où les lois sont meilleures pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas. Mais quand on est ici dans ce pays, il faut quand même respecter les lois du pays. Voilà. Alors, à ce sujet, je pense qu'il faudrait relever quand même que le Mahafiz du Liban Nord, j'ai oublié son nom, je n'ai pas son nom. Zinohra, Oui. et aujourd'hui il a fait pareil. Il a publié une note qui va un peu dans le même sens, et que le président de la municipalité de Bent Jbeil, il y a une heure et demie de temps, a aussi publié une note qui va aussi dans le même sens, qui a sommé, c'est le président de la municipalité de Bent Jbeil, les déplacés syriens de venir à la municipalité pour régler leur situation. Si vous me permettez encore de clarifier qu'au Liban, il y a 3 gouvernorats où il y a beaucoup plus de Syriens que d'autres régions. Baalbek Hermel, la Beka et Akkar, parce qu'on est une région juste à côté de la Syrie, on est sur la frontière. Alors, dans ces 3 régions-là, il y a beaucoup plus de Syriens que d'autres régions. C'est là-bas où il y a plein de camps de Syriens. Par exemple, je reviens toujours à Arsal, qui est un repère pour moi. À Arsal seul, il y a 150 camps, plus les Syriens qui sont dans des appartements. Alors, ce que je veux dire là, qu'il y a beaucoup de Libanais... 150 camps à Arsal 150 camps juste à Arsal, seulement à Arsal. Comme j'ai dit avant, il y a 84 000 Syriens à Arsal et 20 000 Libanais à Arsal. Alors, c'est juste pour dire que dans d'autres régions de Liban, ils ne sont pas au courant, ils ne vivent pas ce qu'on vit, nous, dans ces 3 régions, parce qu'ils ne sont pas en contact avec des camps syriens. Ils voient qu'il y a pas mal d'ouvriers syriens, des concierges, des gens dans certains quartiers qui louent des appartements et tout, mais ils ne voient pas vraiment la grande masse. Et maintenant, parce que après tout ce qui s'est passé, après notre crise et l'augmentation catastrophique des déplacés syriens, dans d'autres régions au Liban, les gens ont commencé à comprendre plus et à sentir le danger qui existe. Mais si les mêmes gens étaient dans une de ces 3 régions, ils auraient réagi beaucoup plus tôt. Alors, M. Kouimdjian, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Khodr. Pour soulever un problème, je pense que vous l'avez suivi de près lorsque vous étiez ministre des Affaires sociales, c'est l'aide qui est fournie aux déplacés syriens, ou par l'ONU, ou par des ONG. Est-ce que d'abord, on a une idée du nombre d'ONG qui fournissent une aide régulière aux déplacés syriens? Est-ce qu'on peut quantifier cette aide en chiffres? D'abord en nombre d'ONG et en chiffres, parce que sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas une question de ONG, c'est une question de l'UNHCR. C'est le UNHCR qui est en charge d'aider les réfugiés. So, ils font leur job, leur boulot. So, s'il y a un problème avec la politique des donneurs, des pays donneurs, c'est un autre problème. Les fonctionnaires des Nations Unies sont en train de faire leur travail. Bon. Pour ce qui est de l'aide financière, il y a beaucoup de chiffres qui se lancent dans la rue. Bon, au début, ils touchent en livres libanaises. Au début, c'était en dollars. Dans les années, au début de la crise, et avant la crise économique du pays, c'était en dollars. Mais maintenant, tout est en livres libanaises. Bon, il y a 2 types d'aide. Un, c'est le multipurpose cash. Ça affecte les plus destitués de la population des réfugiés. So, presque 30% des réfugiés seulement touchent
ce multipurpose cash. C'est un cash libanais et c'est 2,5 millions par household, par famille. OK. En Deux, cash. en cash. Pardon, Excellence, mais si il y a un Syrien qui a plusieurs femmes, alors parce qu'il y a Attends, beaucoup la polygamie. je vais adresser ce problème. Je vais adresser ce problème. Le second type d'aide, c'est le food assistance. C'est le programme alimentaire mondial, qui est le WFP, qui est en train de donner 1,1 million pour chaque individu. Pour une famille, le maximum c'est 5, plus 2,5 millions par famille. Sur le tout, pour une famille syrienne, maintenant, c'est vers les 8 millions. Maintenant, il y a un autre problème. Ça, c'est 8 millions pour le programme alimentaire uniquement. Pour le programme alimentaire. Et part 30%, il y a 30% des Syriens qui touchent 2,5 millions par famille, s'ils sont les plus destitués. Bon. Il y a des types qui sont mariés à 3 femmes. Et ils sont inscrits comme 3 familles. Et ils touchent comme 3 familles. So, un type qui a 3 familles, il touche vers les 24 millions. Parce qu'il a, heureusement que le plafond est mis déjà pour 5 individus seulement. Mais c'est un problème. Ils essayent de battre le système. Ils essayent de tricher, quoi. Mais c'est comme ça. Et malheureusement, je ne défends pas le UNHCR, mais c'est une réalité qu'ils sont en train de traiter et d'agir en conséquence. Et au niveau des ONG? Au niveau des ONG, il y a beaucoup des ONG qui sont en train de donner des aides humanitaires. Il y a beaucoup d'organisations, même des États-Unis. Il y a le UN Women, il y a le ILO. Ils sont en train ils ont des programmes. Au temps où j'étais ministre, il y avait des programmes en commun, nous et eux, pour essayer d'aider les réfugiés. Bon, quand je suis venu au ministère, ces programmes étaient 80% pour les Syriens et 20% pour les Libanais. Ben, j'ai exigé que ce soit 50-50. Non, c'est plus supportable que en les chiffres, Libanais. ça s'est levé. En chiffres, il y a beaucoup de programmes. C'est programmes d'éducation, programmes d'aide, d'éducation technique, surtout. Et, on peut, à côté de ça, ce qui était présent, il l'est toujours, c'est le support des sociétés hôtes, comme quoi ils sont en train de faire des développements, et le Muhafez, on est conscient de ça. Il y a beaucoup de projets avec les municipalités, avec les régions libanaises, où il y a des réfugiés. Par exemple, moi, je suis de Ashrafieh, Amamer et de Kisserwen. Je n'ai pas pu aider les gens de Kisserwen parce que le taux de réfugiés là-bas, c'était moins que 30%. Tu ne peux pas aider un village s'il n'a pas de réfugiés. C'est pour ça qu'à Baalbek Hermel, à Der Lahmar, à Qa', il y a tant, Bachir Matar a eu tant de projets parce qu'il a beaucoup de réfugiés. C'était comme ça. Et maintenant, tout est en train de changer maintenant parce que le fardeau est plus grand et les Libanais sont conscients qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils sont en train de perdre leur pays, quoi. Imagine que dans la projection, c'est que dans 5 ans, peut-être que la population syrienne va être égale à la population libanaise, sinon plus que les Libanais. Alors, il faut trouver des solutions. On en parle si tu veux après. On va en parler des solutions, justement. Ouais. Mais si je comprends bien, disons, une famille syrienne, elle peut toucher une aide du HCR,
pour le Haut Commissariat des réfugiés, oui. Plus du programme alimentaire mondial, Oui. plus d'ONG. Et l'UNICEF aussi. Pardon? Et l'UNICEF. Et le UNICEF, plus des ONG, plus d'autres organisations mondiales, américaines et tout ça. Oui. Pour eux-mêmes, donc ils peuvent accumuler un apport de ce... À peu près, moi j'ai fait une petite Oui. étude, c'est à peu près 30 millions de livres libanaises par mois. Par famille. Ouais. Si vous voulez, je peux encore vous donner des chiffres Ouais. précis. En cumulant, oui, si on peut rentrer dans des chiffres. En justement. fait, comme son Excellence a dit, il y a tout d'abord... 30 millions par famille, Je veux juste ou il y a expliquer. des familles qui touchent vers les 30 Parce millions. que si on prend, par exemple, la fameuse vidéo qui a été filmée par An-Nahar à Alka, chez le maire de Alka, Bachir Matar, il y avait un monsieur syrien qui a 3 femmes, il a 16 enfants. Okay? Si on fait maintenant un petit calcul, alors pour chaque femme, c'est 2,5 millions. Okay? Et on ajoute 300 litres de diesel au début de l'hiver. Fois 3, c'est 900 litres. Plus des couvertures et des vêtements au début de l'hiver aussi. Plus assurance médicale, parce qu'ils sont couverts à 100% dans les hôpitaux. Plus, on a un avocat en cas, il y a un Syrien qui est arrêté par la police libanaise, le UNHCR, il envoie tout de suite un avocat pour l'assister. Plus, là, on saute chez les UNWFP. C'est 1,1 million de livres libanaises par mois, par personne, pas par famille. Plus 1,6 million par WFP aussi, par famille, pour acheter des détergents, des couches, des Kleenex, des trucs comme ça. Et puis, on a le UNICEF, qui, tout d'abord, il assure, moi je suis pour l'éducation, bien sûr, ce qui est très bien, il assure l'éducation des enfants syriens, plus les livres et la fourniture, plus $20 fraîches par élève chaque mois pour l'autocar, le transport. Et puis, il offre de l'eau pour l'eau qu'on utilise pour la vaisselle, pour se laver et tout. Et puis, on retire l'eau contaminée des camps, c'est toujours par UNICEF. Et puis, il y a des programmes venant des différentes ONG qui parfois on distribue des cartons de nourriture, on fait des projets, il y a plein de projets faits par ces ONG pour les Syriens. Alors si on fait un calcul, tout d'abord c'est impossible de savoir exactement combien touche le déplacé syrien au Liban. Mais on peut estimer, d'après ce que je viens de dire. Et en plus, je veux juste encore vous donner une info, parce que la semaine dernière, il y avait une commission de WFP qui m'ont visité à Baalbek. On m'a dit que bientôt, ils vont payer, au lieu de 1,1 million de livres libanaises pour chaque personne pour la nourriture, ils vont payer $20 par personne. Par mois. Chaque mois. Alors oui, par exemple, si on prend le type que je viens de mentionner, sa famille est de 20 membres. En France, je me souviens quand j'allais aux Alpes, on prenait avec mes amis une maison dans un village. Il y avait 40 personnes dans le village. Alors ce monsieur-là, lui seul, il fait la moitié d'un village en France. Alors si on calcule pour ce monsieur qui a une famille de 20 personnes, ça sera combien? Il y a aussi un phénomène qui se passe maintenant. Je ne sais pas si le WFP ou le UNHCR, ils sont en train de payer presque pour le logement maintenant, pour la reconstruction des maisons où les Syriens habitent. Ils te donnent $2,000, je pense, pour chaque appartement ou pour chaque maison, pour la renouveler ou la reconstruire. Bon, on peut lancer beaucoup de chiffres et on peut montrer bien le grand fardeau qu'on est en train de s'être posé sur les Libanais. On a un grand problème. Il n'y a pas de doute. Il faut trouver des solutions aussitôt que possible.
On peut lancer des chiffres, on peut accuser le UNHCR autant qu'on peut. On peut même accuser les pays d'honneur. C'est ça où réside le problème. Ce n'est pas avec le UN. Le UN, ce sont des fonctionnaires qui sont en train de faire le travail. La décision est prise par les Européens et les Occidentaux en général. Ils veulent les laisser là où ils sont, ils ne veulent pas de problème. Ben, maintenant, les Libanais commencent à dire ça explicitement. Si vous les voulez, bon, prenez-les chez vous, pas chez nous. Oui, si je peux juste ajouter une chose, il ne faut pas encore oublier que ces déplacés ne payent pas de loyer, ils ne payent pas pour l'eau, ils ne payent pas pour l'électricité, ils ne payent pas d'impôts. Alors, c'est la vie gratuite, complètement. Et ils profitent des aides. Alors, nous sommes en train de faire donc disons, d'avancer des chiffres pour faire un diagnostic, puis après on parlera des solutions à partir des faits et des chiffres que nous sommes en train d'évoquer actuellement pour ne pas stigmatiser, encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser un peuple, mais de rapporter des faits pour essayer de dégager des solutions à partir de tous ces chiffres que vous venez d'évoquer. Une information qui circule beaucoup. Monsieur Khodo, est-il vrai que dans votre région, que vous avez dit que le déplacé syrien a une couverture médicale totale, 100%. Oui. Mais est-il vrai que certains Libanais payent aux déplacés syriens pour obtenir leur carte de déplacé pour être admis à l'hôpital et être soignés gratuitement, vu que ce soin est assuré aux déplacés syriens et pas nécessairement aux Libanais. Oui. Est-ce que ces informations sont vraies, exactes? Oui, tout d'abord, oui, ces infos sont vraies. Et il y a, je pense, 10 jours, il y avait un reportage sur LBC qui a, en fait, ils ont appelé une madame syrienne qui travaille dans ce domaine-là. La dame a dit pour la dame syrienne que je dois faire une opération, ça coûte $1 500. Est-ce que je peux louer une carte d'identité syrienne? Elle a dit oui, bien sûr, et ça sera pour $500. Alors, oui, ça arrive, mais les UN sont conscients de ça. Ils font plus d'efforts pour arrêter ça. Bon, en fait, je ne sais pas s'il faut être heureux ou non, parce que peut-être il y a vraiment des Libanais qui ne peuvent pas payer leurs frais à l'hôpital et c'était peut-être quelque part un moyen pour pouvoir aller à l'hôpital et payer moins cher. Ouais, tout ça, ça crée une situation qui est un peu, disons... Compliqué. Ouais, si on veut être... Tu sais, il y a une marge d'erreur, il y a des fraudes. Ouais. Ça existe. Ouais. Il y a des Libanais qui prennent la carte du Syrien, ils sont en train d'aller pour être hospitalisés, etc. En principe, pour l'hospitalisation de mon temps, il couvre 80%. Et il y a 20% qui est sur le malade. Mais malheureusement, tu sais, quand il est à l'hôpital, et le UN est en train de payer en dollars les 80%, peut-être que l'hôpital... ne touche pas même ces 20%. Il y a un autre fardeau aussi sur les centres médicaux, on appelle ça les SDR, les Social Development Center, qui sont dirigés par le ministère de Santé ou le ministère des Affaires sociales. Et ça, c'est subventionné par la Banque mondiale. Du temps du ministre Hasbani, il a pu avoir de la Banque mondiale vers les 150 millions, justement pour couvrir les dépenses de ces dispensaires. Là, ces dispensaires sont ouverts aussi bien pour les Libanais que pour les Syriens. Toute personne destituée, toute personne qui a besoin d'être... Pas tous les centres sont bien équipés quand même, mais il y a des centres qui sont respectables pour recevoir des gens. Alors ça aussi, c'est un fardeau. Ces centres
étaient conçus pour les Libanais. Maintenant, ils sont partagés entre les Libanais et Syriens. Ça, c'est du côté médical. Il y a le côté aussi de l'éducation. Il y a nos écoles. Voilà, 41% des écoliers qui vont aux écoles publiques sont des Syriens. Il y a deux shifts. Il y a le shift d'avant-midi et le shift de l'après-midi. Bon, c'est payé par le UNHCR. C'était payé, je ne sais pas maintenant. Il y avait un problème parce que ça coûte vers les 25 millions par an pour couvrir les dépenses d'éducation. Comme il a mentionné aussi le Mouhafiz, il paye pour l'autocar, pour la fourniture, etc. etc. So, même, comme je te dis, l'infrastructure des écoles est bien affectée. Vers les 70% de nos écoles publiques ont besoin d'être réhabilitées. Alors, à ce sujet, il y a un député aujourd'hui même qui a relevé qu'il y a 6 écoles qui sont en cours de construction pour les déplacés syriens, chaque école étant de 3 étages, chaque étage de 600 mètres carrés, et que 600 mètres carrés par étage, sur 3 étages, des écoles, de nouvelles écoles, hein, qui sont entièrement qui seront consacrées aux déplacés syriens. Et d'après ce même député, ils disent que le ministère de l'Éducation va imposer les programmes libanais aux enfants des déplacés syriens. Ce qui signifie, alors ça, on va déboucher sur un problème très grave que je vais soulever avec vous, M. Khodor. Mais vous dites qu'il y a beaucoup d'écoles publiques qui ont besoin d'être réhabilitées, qui ont besoin d'être remises en état. Or, nous voyons maintenant qu'il y a 6 nouvelles écoles qui sont construites. Ça va de soi que les programmes, le curriculum va être libanais. Le ministère de l'Éducation a dû embaucher vers les 13 000 instituteurs et institutrices pour couvrir l'éducation des classes pour les Syriens. 13 000. 13 000. Oui, alors ça pose... Ça a créé un marché de travail, mais au dépend d'autres choses. Alors ça nous amène à soulever un problème très grave. Monsieur Khodor, il y a des informations aussi qui disent que beaucoup de nouveau-nés syriens sont inscrits sur les registres d'état civil de Libanais. Il a eu des cas comme ça. Oui, grâce à la complicité de Mourtar et même de certains membres du corps médical qui fournissent des certificats de naissance falsifiés et qui permettent à des familles syriennes d'inscrire leurs enfants sur un certificat d'état civil de Libanais, ce qui signifie que cet enfant-là devient Libanais, ou tout simplement, aussi simple que ça. Oui. Est-ce que ce phénomène est vraiment, ces informations sont exactes? Oui, on a trouvé des cas comme ça, mais on ne peut pas dire que ça, c'est quelque chose qui passe tous les jours. Le ministère des Affaires intérieures ont fait ce qu'il faut pour arrêter ça, pour arrêter les mourtards qu'ils sont en train de faire ça. Il faut en même temps prendre en considération qu'on n'est pas dans une situation normale au niveau du pays. On vit une crise depuis à peu près 4 ans. On s'est appauvri. Alors oui, il faut attendre qu'il y aura quelqu'un qui n'a pas tellement de patriotisme, oui, pour un peu d'argent, qui seront prêts à faire une crime pareil. Et si je peux encore commenter sur le sujet de l'éducation, en fait, c'est très grave d'éduquer les élèves syriens avec le programme libanais parce qu'il faut qu'ils appartiennent à la Syrie et non pas au Liban. Et pourquoi un élève syrien va apprendre la géographie du Liban? Pourquoi il va étudier le prince Fakhreddin et le prince Bachir le deuxième et notre histoire? Il n'appartient pas à ce pays. Si on aime vraiment le peuple syrien,
il faut leur donner le programme syrien. Sinon, si le projet c'est qu'ils restent ici au Liban et qu'ils appartiennent au Liban et qu'il aura ce lien entre cette nouvelle génération et ce pays, alors ça sera vraiment très très difficile au futur de leur demander de rentrer chez eux. Justement, ce député qui a soulevé aujourd'hui ce problème, il a évoqué ce point précis. Il a dit le fait qu'on oblige, il parlait de ces 6 écoles qui sont construites et qui vont être consacrées dans les déplacés syriens qui vont suivre le programme libanais. Il dit que c'est une façon de préparer leur implantation. Leur implantation en fait, ce n'est pas nouveau, ça fait 12 ans que c'est comme ça. Qu'ils sont en train d'apprendre le programme libanais. C'est très dangereux. C'est dangereux pour les Syriens et pour nous aussi. Parce que cet élève syrien, il doit apprendre plutôt sur la révolution de Sultan Bachar al-Atrash et Cheikh Saleh al-Ali et l'histoire de son pays et non pas le mien. C'est peut-être dangereux pour la Syrie, mais peut-être pas pour le régime syrien. Ça, il faut, en fait, moi, j'évite un peu va de pas parler rentrer dans de politique, mais en fait, pour moi, la Syrie, c'est un pays que moi, je respecte ce pays. Et moi, parce que j'aime la Syrie et j'aime le peuple syrien, je trouve que ces Syriens-là qui sont au Liban, ils doivent rentrer chez eux et pour qu'ils vivent leur dignité dans leur pays, pour qu'ils reconstruisent leur propre pays. Les lois dans la Syrie, ce n'est pas à moi à critiquer ou bien à donner son avis. Et leur endroit normal, c'est chez eux, dans leur village, chez eux, dans leur maison et tout, et non pas dans ces camps ici. Et je trouve qu'il y a pas mal, même des Libanais, qui bénéficient de ces déplacés pour faire d'argent sur le dos des déplacés syriens. Et si on aime vraiment ces gens-là, on doit tout faire pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils vivent avec dignité chez eux dans leur propre pays et non pas chez le nôtre. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, on a dit à un moment donné qu'il y a toute une génération de nouveau-nés syriens qui sont sans papier parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire chez eux. Et ils ne devaient pas s'inscrire évidemment au Liban. Donc c'était toute une génération de Syriens les enfants naissent au Liban, mais ils sont sans papier. Et ça risque, la question, est-ce que ça ne risque pas de déboucher sur une situation dans 10 ou 15 ans avec un nombre assez important de jeunes Syriens qui vont venir dire nous sommes nés au Liban, nous avons grandi au Liban, nous avons étudié les programmes libanais. Ils peuvent même nier qu'ils sont des Syriens. Ouais. Une fois il a 18 ans, il peut dire oui, je ne sais pas c'est qui mes parents, mais moi je suis libanais. Et il va à un certain moment demander d'être neutralisé. Au Liban, on appelle ça Maktoumi al-Qaïd. Ouais. Ça existe depuis toujours, des naissances qui n'étaient pas enregistrées, mais normalement c'était des Libanais. Ça existe parfois dans des villages lointains, qu'il y a parfois des parents qui n'enregistrent pas leurs enfants. Mais maintenant, avec les déplacés syriens, avec ces grands nombres non enregistrés, c'est vraiment une bombe qui peut s'exploser à un certain moment. Une bombe à retardement, justement. Oui. Alors, au niveau économique, avant de passer un peu au chapitre solutions, au niveau économique, comment on peut établir l'impact économique de la présence de ces déplacés syriens? Au niveau d'abord du commerce, de l'emploi, vous avez adressé une note à la sécurité de l'État, donc pour que les établissements commerciaux n'embauchent pas illégalement des déplacés syriens qui sont en situation irrégulière. Est-ce qu'on peut établir un diagnostic de l'impact économique sur le plan commercial, sur le plan agricole, sur le plan de la présence? Bon, on peut parler sur le long terme et sur le court terme. Tout d'abord, la crise syrienne et les déplacés sont ici depuis 12 ans. Et on doit juste faire la différence avant 2019 et après 2019. Tout d'abord, quand le prix de la livre libanaise était 1500 pour le dollar, en fait, si on est pour ou contre que ce prix qui était subventionné
parce que comme les spécialistes disent que le vrai prix de la livre, c'était 3 000 et non pas 1 500. Et cette différence était subventionnée par notre argent. Et quand on était 4 à 5 millions d'habitants, des Libanais, dans ce pays, et puis on a eu ce très grand nombre des Syriens, ils ont aussi bénéficié de ce prix de la livre libanaise. Et puis ils ont partagé avec nous notre infrastructure qui était déjà fragile. Et par exemple, est-ce qu'ils payent de l'eau? Est-ce qu'ils payent de l'électricité? Il y a plusieurs facilités qui peuvent y bénéficier et sans rien payer. Et il faut encore ajouter, je veux un peu parler des municipalités aussi. Par exemple, quand je prends une municipalité dans la région de Baalbek-Hermel, avec 2000 habitants libanais depuis toujours, ils étaient en train de collecter les déchets de 2000 citoyens. Mais quand dans ce même village, il y a 6000 de déplacés syriens de plus, est-ce que quelqu'un a payé pour la municipalité pour qu'il collecte les déchets des déplacés? Non. Et puis, tous les déchets, pendant 12 ans, de toute cette population, mais moi, j'avoue que nous, au niveau du pays, on a un très grand problème pour gérer les déchets. Mais en plus, on a ajouté pendant 12 ans les déchets de plus que 2 millions de déplacés syriens. Ces déchets qui causent beaucoup de pollution, on ne peut pas gérer ces déchets, on ne peut rien faire, sont toujours chez nous. Je vous donne un autre exemple, toujours à Baalbek-Hermel, à Arsal, l'eau contaminée. Qui normalement il y a des ONG qui prennent de l'argent de UNICEF pour traiter ça. Ils prennent l'eau des camps syriens et puis on jette l'eau dans 4 fosses creusées dans les montagnes de Arsal, et ces fosses ont contaminé l'eau dans les puits et dans les fontaines des villages juste à côté. Est-ce que quelqu'un nous a payé le prix de cette pollution? Non. Est-ce que quelqu'un nous a aidé à traiter cette eau qui est contaminée à cause des camps syriens? Non. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et je viens de parler de l'électricité, que c'était 330 millions de dollars par an de pertes pour l'électricité au Liban, parce qu'ils prennent de l'électricité sans rien payer. À Baalbek-Hermel, 50% de l'électricité est prise d'une façon illégale pour les camps des déplacés. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui est très important. Pendant la crise, quand il y avait toujours des produits subventionnés, comme l'essence, le diesel, la nourriture, les médicaments, le pain et tout ça, c'était subventionné de notre argent, nous, les Libanais. Et en plus, il y a plus que 2 millions de Syriens qui avaient le même droit de profiter de tout ça. Alors oui, tout ça nous a beaucoup fait du mal pour notre économie. En fait, je trouve que c'est incorrect et c'est injuste de dire que notre crise, c'est à cause des déplacés syriens, mais c'est quand même, c'est pas correct et c'est naïf de dire non, c'est juste notre faute à nous seuls. Oui, c'est nous qui est responsable, mais les déplacés syriens et la crise syrienne étaient un facteur très important de notre crise. Qui a accentué l'impact de la crise. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais passer maintenant au volet solutions. On a fait un diagnostic. Je vais ajouter quelques mots sur l'économie. Oui. Bon, notre économie souffre déjà sans les réfugiés syriens. Et je ne vais pas parler des subventions, mais quand même, ça a coûté jusqu'à entre 2011 et 2015 seulement. Le chiffre est de 18 milliards de dollars. Le coût du support pour les réfugiés, entre subventions, entre les écoles, le coût, quoi, le tout. Ouais. Et, ça a affecté le PIB de toute façon. Et le marché, surtout, c'est le marché du travail. Bon, on a essayé Kamil Abou Sleiman, quand il était ministre, il a essayé de les donner
temporary permit, temporary working permit. Permis de travail temporaire. Permis de travail temporaire. Vous savez, la vague de refus qui s'est manifestée dans ce temps, on l'a accusé d'être un raciste contre les Syriens, même contre les Palestiniens. Mais tout ça pour vous dire qu'ils sont en train de gagner des sous sans payer leurs dues, les impôts à l'État. Surtout que on a un chiffre grave du chômage parmi les jeunes Libanais qui atteint vers les 65% du chômage parmi les jeunes Libanais. Et en contrepartie, tu as le 56% de la présence syrienne, 56%, la force ouvrière des Syriens, c'est vers les 56% des réfugiés même. Tout ça pour vous dire que, bon, à part les subventions, ils sont pas en train de payer les impôts, ils sont 73% des Syriens ici sont sans papier. Et tout le monde travaille au noir. Tous les Syriens travaillent sans permis de travail. Parmi les Syriens, seulement 2000 qui ont un permis de travail. Tous les autres travaillent sans permis, sans payer les impôts, sans rien. 2000 Alors, sur 2 millions 2000, oui. Sur la force travailleuse ou la force ouvrière des Syriens, 56%. Alors, il faut bien adresser ce problème. Il ne faut pas accuser les Syriens qui sont la cause de notre crise et notre débâcle économique, mais quand même, ils ont d'une façon ou d'une autre, ils ont contribué à notre problème. Alors, certaines personnes disent, vous avez dit que le poids de la présence des déplacés syriens était de 18 milliards. 18 milliards entre 2011 et 2015. Oui. Mais il y a des gens qui disent, en contrepartie, l'aide fournie par l'ONU et l'ONG, des organisations internationales, a apporté un flux de devises au Liban. Est-ce qu'on peut établir un peu un équilibre entre ces deux? Il y a un programme. Est-ce que c'est vrai de dire ça le programme qui était entre nous, c'est le LCRP. C'est une sorte de plateforme c'était le lien entre le ministère et le UNHCR. Le budget annuel, d'après les réunions de Bruxelles, chaque année on a une réunion en mars ou en avril pour assurer le budget annuel pour le UNHCR au Liban. Et le chiffre, c'est autour de 1,2 milliard. Pourtant, les Turcs, par exemple... Par an. Les Turcs touchent vers les 4 à 5 milliards, les Jordaniens aussi. Mais malheureusement, là, on parlera des solutions parce que les autres sont beaucoup plus organisés, tandis que nous, avec la peur de l'implantation, comme c'était le cas avec les Palestiniens, on n'a pas établi des camps bien organisés pour les réfugiés. On ne leur a pas donné un permis de travail légal. Tout le monde, la présence syrienne maintenant, le grand problème, c'est que c'est illégal. On n'a pas de chiffres. On lance des chiffres. On a 2 millions. Qui a dit qu'on a 2 millions précis? Malheureusement, le gouvernement libanais, en 2015, il a arrêté le censement qui était en train d'être fait par le UNHCR. Je vais clarifier cette affaire-là, parce qu'en 2015, ils ont, par peur de donner un incentive, de donner une motivation pour les réfugiés de s'inscrire, on a arrêté le censement. On a obligé le UNHCR d'arrêter toutes sortes de censements. Ça s'est arrêté à 900 000. L'alternative était de créer
une sorte de bureau au sein du ministère des Affaires sociales, une sorte de bureau de Ras de Soukani, une sorte de censement. Bon, les Libanais ont dit on va le faire. Bon. Et ça a, depuis 2015 jusqu'à 2018, quand Pierre Bourras est venu au ministère, bon, il a vu ce projet, il y avait 500 employés. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont à peine, on avait des files, j'ai vu les files jetées dans les coins du ministère, à peine le censement, ça a couvert à peine 40 à 50 000 familles. Après 2 ans du censement, quand tu jettes les papiers partout, il faut update les papiers. Alors, malheureusement, l'État libanais a contribué à exacerber le problème au lieu d'aider à le résoudre. Maintenant, on a établi un diagnostic. Quoi faire? Quelle est la solution? Parce que c'est OK, il y a un état des lieux qui est clair. Quelle est la solution, vous, en tant que Absolument. le docteur Jaja a fait état il y a 2 jours d'un projet de séminaire pour mettre au point des solutions. D'après vous, quelle est la solution à ce problème? On est arrivé à un point où on ne peut plus supporter cette présence mal organisée, cette présence illégale des Syriens. Bon, je vais adresser le problème pas d'un angle xénophobe ou raciste ou avec tout le bagage qu'on a, nous, les Libanais, contre les Syriens et contre le régime syrien. Au début, il te faut un vrai gouvernement libanais. Malheureusement, il n'y a pas d'autorité libanaise. Dès le début de la crise des réfugiés, on a lancé beaucoup de solutions. On a beaucoup lancé des signes d'alarme. Moi-même, quand j'étais ministre, j'ai établi, au début, juste au premier mois, en février, après un mois au bureau, j'ai établi un plan pour le retour des Syriens. Bon, ça ne couvrait pas tous les problèmes, mais au minimum, c'était un début. Un début, le Conseil des ministres a pris une décision de former un comité ministériel avec le ministère de Santé, l'Intérieur, l'Affaires sociales, les Finances, etc. Les principaux ministères pour traiter le problème. Bon, ils n'ont pas accepté de mettre le papier au Conseil des ministres. J'ai demandé à Hariri, j'ai demandé même au président Aoun Khayé, pourquoi il faut débattre le problème, parce qu'on a entendu beaucoup de surenchères. Les forces et 14 mars et le Mustaqbal, ils vont garder les réfugiés ici, blablabla. Il faut mettre le plan sur la table et il faut le débattre et trouver des solutions. On n'a entendu que des surenchères. Et même Dr Jaja a proposé d'établir des camps pour les réfugiés au lieu qu'ils se soient au Liban, au sein même de la frontière du territoire syrien, avec la protection internationale, même avec la protection de la Russie, quand la Russie a intervenu en Syrie. Il ne voulait pas traiter ça. On a lancé une autre solution, c'est le repatriement, le resettlement dans des pays amis. Ouais. Bon, on entend chaque jour de nos amis occidentaux, européens, il faut bien traiter les réfugiés. Bon, on est pour les principes humains. On est des gens tu sais, les Libanais sont non seulement hospitaliers, mais ils croient aussi aux mêmes principes que l'Occident, les principes des droits de l'homme, les values, etc., etc. Mais vous les aimez tant et vous êtes concernés autant. Eh ben, il faut les repatrier quelque part, que ce soit dans les pays arabes ou dans les pays européens. Nous, on ne peut plus supporter. C'est le grand problème.
les Libanais ne peuvent plus supporter la présence syrienne comme elle est maintenant. Il faut trouver des solutions, il y a des solutions quand même, mais au début, il faut avoir des autorités libanaises qui prennent en charge ce problème et commencent à le résoudre. Monsieur Khodr, d'après vous, vous travaillez sur le terrain. Concrètement, d'après vous, quelles solutions vous pourriez envisager? Tout d'abord, je vois très clairement qu'une des raisons qui empêche les déplacés de rentrer chez eux, c'est les aides qu'ils reçoivent ici chez nous au Liban. Et en cas où ils rentrent chez eux, ils n'auront plus ces aides. Je trouve que c'est un sujet très important, puisque la majorité de ces déplacés n'ont pas un problème chez eux en Syrie. Mais par contre, s'ils rentrent en Syrie, ils n'auront plus ces aides-là. Bien sûr, ce que Son Excellence a dit est très important, mais moi, pour ne pas répéter les mêmes idées, je dis que oui, il faut parler avec les pays de l'Union européenne, l'Occident, pour qu'ils acceptent de donner les mêmes donations qui sont en train de les présenter ici au Liban, qu'on la donne en Syrie, et on verra qu'il y aura beaucoup de Syriens. Mais puisque chaque Syrien qui est ici au Liban, une fois ici, il est là, il peut avoir un accès à tellement d'aides généreuses, alors il a un intérêt de rester, il a forcément aucun intérêt de rentrer chez lui. Alors que si on lui fournit cette même aide chez lui, ça pourrait l'inciter à rentrer, puisqu'il sera chez lui avec cette même aide. Oui. J'ai vu dans plusieurs reportages, quand on demande à une famille syrienne, est-ce que vous voulez rentrer chez vous, ils disent non. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Est-ce que vous avez un problème avec le régime ou bien en Syrie? Non, on n'a pas de problème. Il y a des milliers de Syriens qui font les trajets d'une façon illégale pour rentrer chez eux, pour faire des visites familiales, pour aller pendant les fêtes et tout, d'une façon illégale, parce que s'ils passent par les frontières officielles, alors ils ne seront plus des réfugiés ici au Liban, alors ils font le voyage, ils risquent tout pour qu'ils gardent tous leurs intérêts ici au Liban. Alors, mais pour eux, même parmi les reportages et les gens que j'ai rencontrés, par exemple, il y avait une dame qui disait « Qu'est-ce que je vais aller faire en Syrie? Ma maison là-bas est détruite. Mais par contre, ici, elle habite dans une tente. Mais pourquoi on ne peut pas mettre la même tente à Deir ez-Zor chez elle en Syrie? Alors non, le problème, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème plutôt économique. Alors je voudrais, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Avant, oui, pour ouvrir le débat un peu. On va commencer le débat, oui. Honnêtement, le Liban, malgré ses problèmes, malgré notre infrastructure, pour les Syriens, c'est comme la Californie pour les Mexicains, honnêtement. Le Liban, pour eux, c'est le nouveau monde, avec toute modestie. La solution commence au niveau de l'autorité centrale. Mais il y a des plans pour cette autorité centrale pour les appliquer. Il y a la reclassification des réfugiés. Qui est réfugié? On ne sait plus même qui est le réfugié, qui peut retourner, qui est en train de vraiment, qui a peur du régime ou qu'il va être persécuté là-bas. Qui est le travailleur, qui est l'étudiant, qui a le permis, qui n'a pas de permis. Il faut reclassifier les réfugiés. Ceux qui sont avec le régime, qu'ils aillent vivre dans les territoires du régime. Ceux qui ont appuyé Assad durant les élections, il y a des centaines de milliers, il faut qu'ils retournent chez eux, ces gens. Mais encore une fois, il te faut un gouvernement. Maintenant, ce qui se passe maintenant, actuellement, c'est qu'avec l'absence du gouvernement central, ça commence avec les gouvernements locaux, avec les municipalités. C'est pour ça qu'on est en train de voir maintenant un phénomène qui se développe. Chaque jour, vous entendez que telle municipalité ou d'autres municipalités est en train de prendre ses propres mesures, ses propres mesures adéquates et appliquées au niveau régional.
ben, il faut les reclassifier. Il faut qu'ils aient une existence, une présence légale. Et ceux qui sont loyaux au régime, il faut qu'ils retournent chez eux. Même, on a proposé ceux qui peuvent retourner dans les régions de l'opposition, qu'ils retournent là-bas. Mais il faut en finir avec ce problème. Alors, je voudrais donc donner la parole au public si quelqu'un a une intervention au docteur Fatfat. Je crois que c'est très intéressant de faire la description d'un problème si majeur pour la population libanaise. Ça devient vraiment catastrophique à tous les niveaux. Comme vous avez bien expliqué, Monsieur le Gouverneur, dans le nord et dans la Bekaa, c'est beaucoup plus que dans les autres régions du Liban. Et c'est dramatique pour la population. On a fait une description. Et on a fait des ébauches de solutions, mais pas de vraies solutions. Permettez-moi de parler en termes médicaux. C'est toujours beau de faire un diagnostic et même de prescrire un médicament. Mais si on ne connaît pas l'étiologie, on risque de retomber dans le même problème. Ça veut dire que ces réfugiés sont là pour 3 raisons au moins. D'abord, la guerre en Syrie et la présence d'un régime qui, de mon avis, non, il est encore... beaucoup de réfugiés qui retournent, ils sont soit sanctionnés, soit mis en prison, soit même, il y a eu beaucoup plus, en plus dans des zones détruites. Et là, la communauté internationale porte une très grande responsabilité. Quand le président Assad a été menacé par Obama, s'il utilise des produits chimiques, nous allons réagir, ils n'ont rien fait. Ça a augmenté le débit des réfugiés vers le Liban. Mais il y a aussi la responsabilité libanaise. Nous avons envoyé des milliers de combattants combattre à côté du président Assad pour le soutenir au pouvoir. Et ça a augmenté le nombre de réfugiés qui sont venus au Liban. Et la destruction des villages et des villes syriennes, dont une partie, par exemple dans l'Auxerre, et une autre partie sur la frontière, qui sont encore occupées par le Hezbollah. Il ne faut pas négliger la responsabilité de certains Libanais dans ce qui arrive. Et ça, c'est des vérités qui ont été annoncées par Hassan Nasrallah personnellement, et on sait qu'il présente. On a vu des défilés militaires en territoire syrien occupé par le Hezbollah. Et dans ces régions, les réfugiés ne peuvent pas revenir. Allons vraiment vers les solutions réelles. Une solution réelle est une solution politique. Faire supporter les raisons politiques. Parce qu'une solution qui doit à la fois être économique, démographique, il faut reconnaître, nous avons un très grand problème démographique si les Syriens restent ici au Liban. Pas seulement sur le plan confessionnel, mais sur le plan capacité du pays de tenir toute cette population. Donc il faut agir au niveau politique pour qu'il y ait une vraie solution en Syrie, qu'il y ait un régime vraiment démocratique. Il faut oser le dire très clairement, très haut et très fort. Comme ça, on peut favoriser le retour des réfugiés et n'ont pas peur. Même si quelques-uns disent « oui, je n'ai pas de problème », mais beaucoup ont peur et ils l'ont dit. Un autre problème, vous avez parlé, monsieur le gouverneur, d'un problème très intéressant. Des milliers de Syriens font le va-et-vient. Par où ils passent? Notre frontière avec la Syrie ne dépasse pas les 170 km. Donc nous avons les capacités de les garder par notre armée. Et notre armée a été très efficace quand on lui a permis de travailler dans certaines régions, y compris dans le Bekaa. Vous savez très bien, comme moi je sais, que notre armée n'a pas le droit de travailler dans certaines zones parce qu'il y a un trafic de tous les niveaux, un trafic d'armes, un trafic commercial, un trafic humain qui se passe à ce niveau. Donc ça, il y a une solution qui doit être trouvée au niveau de la souveraineté libanaise, au niveau des institutions libanaises. Actuellement, nous sommes face à un problème très grave. Nous ne voulons pas désigner tous les responsables, alors on ne peut pas trouver de vraies solutions. Vraie solution, il a ébauché, monsieur le ministre, il a dit qu'il faut un État. C'est ça le problème. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'État. Monsieur le gouverneur, j'ai entendu votre intervention face à un Syrien qui chahutait un peu en disant qu'il n'a pas assez d'argent. Vous lui avez dit, vous touchez plus que moi. Moi, ce n'est pas mon problème ce qu'il touche. Mon problème, c'est que nous n'avons pas un État respectable
pour tenir vos besoins au niveau qu'il faut. C'est ça mon problème. C'est qu'il n'y a pas d'État libanais qui se trouve au niveau respectable pour respecter ses employés et surtout au niveau que vous occupez et à tous les autres niveaux. Donc il y a un problème fondamental. Si nous n'allons pas au creux du problème, au fondement du problème, l'absence de la souveraineté libanaise et l'absence d'un État libanais dont on empêche maintenant on empêche l'élection d'un président de la République, et voilà, ou bien on impose un président, ou bien on ne veut pas de président. Donc tout ça est lié. La souveraineté libanaise, la présence de l'État, c'est essentiel. Et ça a été le débat au début, quand les réfugiés ont commencé à venir, nous avons proposé, je crois que M. le ministre en a fait là une allusion, qui est des camps, et c'était un refus absolument. Alors tout le Liban est transformé en camp de réfugiés actuellement. Tout le Liban est un camp de réfugiés avec des régions plus denses que les autres parce que nous n'avons pas voulu supporter notre responsabilité. Et maintenant, il faut supporter notre responsabilité. Il faut retrouver la construction d'un État libanais souverain et sinon, il n'y a rien à faire. Ils vont rester sur place. Une autre question? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai bien écouté ce que vous avez dit et vous avez soulevé beaucoup de questions. C'est vrai, il faut trouver une solution aux réfugiés syriens qui sont au Liban, mais je pense que la solution va venir d'une solution globale pour toute la région. Parce que si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, avec l'Irak qui a été quand même divisé, avec le Soudan actuellement où il y a une guerre féroce et qui va finir aussi peut-être par être divisée, ce que je n'espère pas. Il faut rappeler aussi que l'Égypte se trouve entre le Soudan et l'Irak. Ce qui s'est passé en Syrie, avec quand même le nord de la Syrie qui est entièrement occupé par les Daesh. Et actuellement, tous ces réfugiés syriens qui sont au Liban. Je pense que ce dont on a besoin, c'est d'une solution globale pour toute la région. C'est vrai, on peut parler pendant des heures. Tu as très bien décrit ce qui se passe dans ta région, Monsieur le ministre aussi. Mais je pense qu'il nous faut quand même une solution qui vient de l'extérieur. Malheureusement, au Liban, on a été habitué à ça. Mais moi, quand même, j'aimerais rappeler aussi que, bon, il y a parmi nous des personnes qui ont été dans l'État, dans les gouvernements, dans l'Assemblée aussi, au Liban, mais j'aimerais savoir pourquoi ils n'ont pas pu soulever des questions. C'est-à-dire, on a toujours tendance au Liban à mettre la faute sur les autres, mais nous, on est des Libanais, on peut agir de l'intérieur, on peut exister au niveau international, on peut dire ce dont on a besoin et pour faire vivre le Liban. Merci. Je vais répondre un peu. Oui. Merci, docteur Fatfat et madame. Je ne sais pas le nom, mais... comment? Dire aux Libanais de la rue, le citoyen ordinaire, qu'on va attendre la solution qui va venir de l'extérieur, ça ne marche pas. Il faut commencer à trouver des solutions sans attendre ni les rapprochements qui sont en train de se faire au niveau de la région, ni les décisions des puissances internationales. On est en face d'un problème. Malheureusement, l'obstacle, et avec cela, je suis d'accord avec Dr Fatfat, l'obstacle principal, c'est le régime syrien qui ne veut pas du retour des réfugiés. هذا لب الموضوع. Maintenant, même pour être fair, مع انه ماني كثير fair envers le président Aoun, il est allé jusqu'en Russie et il nous a promis qu'avec la visite de Poutine, il va forcer les Syriens à commencer le retour, à entamer le retour des Syriens, des réfugiés. Malheureusement, rien ne s'est passé. Même à un certain moment, Hezbollah a fait une sorte dans les villages, si vous vous rappelez bien, dans les années 16-17, il a commencé à faire des listes pour des réfugiés pour faciliter leur retour. La vérité qui tue, c'est que
le régime syrien, malheureusement, ne veut pas de retour des réfugiés. Surtout, on a 6 000 réfugiés des régions de Zabadani Ouest et Qusayr et Qalamoun. Qalamoun Ouest aussi. Ce sont des régions où il y a eu un ethnic cleansing, je dirais un ethnic cleansing confessionnel. Et il y a un tashyi' maintenant dans ces régions. Ces 6 000 réfugiés ne peuvent pas retourner dans leur village natal. Bon, on est d'accord que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut reclassifier les réfugiés. Il y a des réfugiés qui vraiment ne peuvent pas y retourner maintenant. Mais la majorité, peut-être, ils peuvent retourner. Bon, pour vous dire qu'il vaut... je suis d'accord que maintenant, de point de vue politique, je dirais, avec l'ouverture, malheureusement, avec l'ouverture des pays arabes envers le régime syrien, eh bien, il faut qu'ils nous aident à trouver une solution. Et la solution est très facile. Que les réfugiés qu'ils soient des opposants au régime ou loyaux, il faut qu'ils retournent sous protection arabe et internationale. Si pour eux, le régime syrien maintenant est si aimable et si friendly, bon, qu'ils facilitent le retour des réfugiés sous leur protection et avec leur financement. Mais nous autres, Libanais, on ne peut plus supporter, c'est tout. C'est aussi clair et aussi simple. Enough is enough, comme on dit en anglais. On ne peut plus, les gens de la rue, si tu leur dis, well, je vais attendre la solution qui va venir de l'extérieur, ils te disent, non, je ne peux plus supporter, moi. C'est pour ça, believe me, on va voir maintenant plus de mesures au niveau local qui vont être prises par les municipalités parce que c'est contagieux, tu sais. Surtout, quelqu'un a mentionné la compétition pour les élections. Le président de Baladiye, s'il n'agit pas maintenant envers ce problème pour le traiter, et le traiter bien, ben, il va supporter les conséquences dans les élections. Parce que les gens, si on fait un stefta, les gens vraiment ils ont ras-le-bol avec ce problème. Je peux commenter. Je veux bien vous remercier pour votre intervention, ma tante, Dr Rajab, et Monsieur le ministre, Dr Fatfat. Docteur, vous étiez vous-même ministre de l'Intérieur. Vous savez très bien que moi, comme préfet, je n'ai pas le droit de parler en politique. Alors, je veux bien discuter peut-être après l'émission un peu ce que vous avez dit. J'apprécie ce que vous avez dit. On discutera plus tard, mais moi, parce que, juste pour être bien compris, que je n'ai pas le droit de parler en politique en tant que préfet, alors ce n'est pas que j'essaie de m'échapper de répondre. Je veux juste dire, parce que vous avez mentionné la vidéo quand je m'adressais le commissaire des camps syriens à Arsal. Oui, vous avez raison, ce n'est pas le problème qu'il touche, puisque moi, c'est pas le problème. Oui, c'est parce que je touche beaucoup moins. Mais par contre, je ne peux plus prendre des tasks. On ne peut plus me demander de faire plus avec $150 que je touche par mois. Non, je ne peux plus travailler. Moi, je ne suis pas coupable dans cette crise. Moi, je n'ai rien fait. Je ne suis pas quelqu'un de corrompu. Mon histoire est très claire. Mais par contre, je suis une victime d'être dans le secteur public. Et oui, quand on crie, quand on hurle, quand on a mal, on ne peut pas être nommé par certains racistes juste parce que non, je ne peux plus, j'ai plus rien à offrir, je ne peux plus travailler de plus. Oui, le secteur public, à cause de la crise syrienne pendant les 12 années, et spécialement maintenant pendant la crise, on a beaucoup souffert. Moi, la moitié de mon temps dans mon bureau, c'est pour les Syriens. C'est des réunions avec des différents ONG et organisations. J'ai pas mal de travail administratif pour les déplacés syriens. Et non, je ne peux plus donner plus. Je n'ai pas la motivation.
Et oui, ce n'est pas normal qu'un préfet dans un pays ne peut pas vivre avec dignité de son salaire. Une dernière question, oui. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis fière de vous. Merci. Je suis fière de chaque mot Merci, que vous madame. avez dit aujourd'hui et avant. Vous nous représentez. Vous nous représentez. Merci beaucoup. D'accord. Ça comme début. Et après, je vais vous demander une question. Combien de soldats syriens il y avait au Liban en 2005? 25 000. Combien de réfugiés syriens il y a maintenant? En ce moment, il y a au Liban pas des réfugiés, des Syriens, parce qu'il y a... D'accord, des Syriens. 2 448 000. Alors, vous croyez que Bachar al-Assad va accepter que ces 2 millions reviennent en Syrie, maintenant qu'il a eu l'opportunité de revenir au Liban et de laisser ici le double, le triple, je ne sais pas combien, 10 fois plus de Syriens au Liban? Je ne crois pas. Surtout que quand on voit que le monde arabe est prêt à tout faire pour qu'il s'éloigne un peu de l'Iran, je ne sais pas ce qui va se passer, je n'ai aucune idée. Mais ils sont là pour rester. Et on est un peuple divisé, on est un peuple rêveur, on a des responsables qui vivent à La La Land, je ne sais pas où ils sont. Mais s'ils n'agissent pas, je voudrais qu'ils regardent seulement tous les jours ce qui est en train de se poster sur les réseaux sociaux. Il y a 2 jours, ils ont demandé à un acteur syrien qui a joué un rôle avec des acteurs libanais et tout, et c'était pas quelque chose de politique. Ils étaient en train de lui demander comment vous avez trouvé le Liban et tout. Il leur a dit, comme début, je veux commencer à dire que moi, je ne crois pas à Sykes-Picot. On est là. Et s'ils ne vont pas se rendre compte de ça, il y a quelque chose de vraiment très sérieux et très grave qui va se passer. Merci. Une autre question, est-ce qu'il y a une autre question, intervention? Non. Donc, vous voulez dire le mot de la fin pour conclure? Je veux vous remercier pour cet accueil, cet C'est vous qui honneur. me remerciez. Madame, je vous remercie et on va discuter maintenant, une fois on finit, parce que encore, je n'ai pas le droit de discuter des sujets politiques devant les médias, mais on discutera tout à l'heure. Merci à vous, en tout cas, dans votre rapport. Et je pense que les solutions, c'est encore... Vous avez évoqué une solution, je pense, qui est très réalisable, mais ça, comme a dit M. le ministre, ça dépend d'une décision des pays occidentaux et de l'ONU. Cette aide qu'ils reçoivent ici, ils doivent la recevoir chez eux. Que ce soit dans des régions contrôlées Mais ici, par c'est le moins régime. cher pour eux. Ici, c'est moins cher pour eux. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent un effort supplémentaire, les donateurs, pour leur assurer le retour. C'est peut-être ça l'autre aspect, c'est évidemment, il faut qu'il y ait un gouvernement. Évidemment. Bon, merci tous de votre présence. Merci, merci voilà. Michel. Merci. Je m'excuse, j'ai dû jeter quelques mots en anglais parce que le français parfois m'échappe parce que j'ai passé une vingtaine d'années aux États-Unis.